Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire du jour. C'est Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure. 26 minutes pour découvrir ce réseau des chambres de commerce avant la grande assemblée des entrepreneurs de la CPME, dont CCI France est partenaire le 25 juin. Mais d'abord, je reçois Romain Chaillot, qui est le cofondateur de Standing Ovation, start-up française spécialisée dans la production de caséine. C'est une alternative au lait qui intéresse notamment le groupe Bell. Dans notre débat, on dévoilera les résultats du baromètre Cleantech Open France. On verra comment accélérer le développement de ces technologies propres en prenant l'exemple de Southextime qui transforme les filets de pêche usagés en fibres textiles. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Andy Gaspi. C'est une biscuiterie qui lutte contre le gaspillage alimentaire et favorise l'insertion des handicapés. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Romain Chaillot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Standing Ovation, créé en 2020. Vous étiez déjà venu nous en parler dans Smart Impact il y a 2 ans. Mais on va quand même rappeler à nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, de quoi on parle. C'est de la caséine de lait. De quoi on parle? Exactement. La caséine, c'est la principale protéine du lait. C'est 80% des protéines du lait. Normalement, c'est une protéine que tout le monde aime. C'est celle qui permet à une mozzarella de filer, à un yaourt d'être bien onctueux ou à un lait d'être bien moussant. Moi, j'adore ça. Et je ne suis pas le seul. Sauf que nous, on la fabrique, on la produit par fermentation dite de précision. C'est-à-dire qu'on utilise des bactéries, des levures, des champignons, là où normalement on utilise, où on passe par la vache. Nous, on le fabrique dans des grosses citernes. C'est de la fermentation comme tout le monde connaît, sauf qu'on fait une protéine un peu atypique. Comment est née l'idée On voit bien l'intérêt, on va le développer, l'alternative que ça peut représenter. L'industrie agroalimentaire, vous nous en parlerez, qui est intéressée. Mais comment est née l'idée ? À l'origine, on voulait, avec mon équipe, produire de façon décarbonée une protéine, mais pas faire quelque chose qui se substitue, pas quelque chose qui ressemble, mais vraiment 100% identique. Donc aujourd'hui, la protéine que nous produisons, c'est la protéine de vache, 100% identique à la protéine d'origine animale, sauf qu'on passe par des petites bactéries ou des levures qui se multiplient extrêmement vite. Et comment vous mesurer l'impact environnemental de cette caséine par rapport au lait traditionnel? Alors c'est un sujet qui est très sérieux et d'ailleurs je pense qu'on aurait tout intérêt à ce que ce soit des technologies qui se développent. Nous on a réalisé ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. C'est un terme un peu sérieux pour dire qu'on regarde tout ce qui est nécessaire pour produire 1 kg de caséine et on compare à la même chose pour 1 kg de cette même protéine d'origine animale. C'est pas nous qui l'avons fait, c'est un organisme extérieur et d'ailleurs cette étude elle a été ISO-certifiée. C'est la première fois au monde où on a cette étude-là et elle démontre comme ça une réduction de 70% par exemple de gaz à effet de serre en moins. C'est massif. Nos partenaires industriels, nos partenaires commerciaux, ils viennent chercher cette protéine aussi pour ça. Alors justement, il y a quand vous étiez venu il y a 2 ans, je crois que vous avez déjà le groupe Bell qui était derrière vous. Ça a encore grandi, cette confiance, on va dire, des industriels? Exactement. On vient d'annoncer donc une levée de fonds, une levée de fonds de série B de 30 millions. Donc dans le contexte actuel, c'est une belle levée de fonds. Ça veut dire que même si l'environnement est un peu changeant, mouvant autour de nous, on a confiance en l'avenir, on a confiance en cette technologie. On sait de toute façon que c'est un outil pour assurer la souveraineté alimentaire. Et dans le contexte actuel, parler de souveraineté alimentaire, c'est important. Et donc, lors de cette levée de fonds, nous avons toujours le groupe Bell qui a réinvesti. On a aussi la BPI. La BPI, c'est un acteur puissant en France, en Europe, dans le monde. On a Crédit Mutuel et aussi on a le groupe Danone Venture. Donc, c'est intéressant de montrer que 2 acteurs comme ça industriels, Bell et Danone, peuvent cohabiter au sein d'un même comité de direction, au sein d'un même board pour mettre le focus sur une pépite. Comment elles intègrent votre production dans leur production? C'est-à-dire, vous nous avez dit c'est identique, donc elles n'ont rien à changer? Il n'y a pas grand-chose, en effet. Si vous prenez un sac de 25 kg de protéines de lait d'origine animale, vous avez le même sac de 25 kg de protéines obtenues par fermentation de Standing Ovation. Sous quelle forme d'ailleurs? C'est de la poudre? C'est de la poudre, vous savez, c'est un peu comme un lait pour bébé. C'est de la poudre blanche, vous la resuspendez dans l'eau, ça donne une solution qui ressemble à du lait. Si vous voulez faire un fromage, vous devez la faire cailler avec les mêmes procédés
laitiers classiques. Si vous voulez faire un lait moussant, il va falloir foisonner. Si vous voulez faire une glace, elles sont délicieuses. Enfin bref, vous ne voyez pas de différence parce que c'est la même protéine que l'animal. Il y a zéro différence ou quelques petites différences quand même? Alors, on peut faire exactement la même, et c'est aujourd'hui ce que nous proposons d'ailleurs à nos clients. Par contre, on a aussi la possibilité d'étendre un peu le champ des possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir une protéine issue d'un autre mammifère, un chameau, un yak, une brebis, une bufflonne, on le fabrique également. On peut aussi aller sur des produits qui peuvent avoir une hypoallergénicité plus marquée. Donc, vous voyez, on vient aussi nous solliciter, pas uniquement pour faire un Babybel ou un velouté, mais aussi pour avoir des produits encore peut-être un peu mieux pour la santé, hypoallergéniques, pour certains enfants, par exemple, qui pourraient avoir des intolérances ou des allergies. Et pour ces producteurs, ça veut dire que c'est du lait. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire, ils vendent un produit qui est le même produit, ou alors il faut informer le consommateur que ça n'a pas été produit par une vache. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'être transparent. Il faut que le consommateur puisse savoir en toute transparence de quoi on parle. Donc, c'est exactement la même protéine. Par contre, la solution, le liquide que nous produisons ne s'appellera jamais du lait. Il faut que ça soit bien clair. Le lait, c'est une substance extrêmement nutritive qui sort du pis d'une vache, enfin d'un mammifère. Dans notre cas de figure, nous produisons la protéine par fermentation, mais on ne l'appelle pas du lait, on parle de caséine. Donc sur le produit fini, il sera bien indiqué caséine ou protéine obtenue par fermentation. Il faut savoir que c'est la réglementation en Europe, c'est pareil aux États-Unis. Oui, d'ailleurs, on commence à commercialiser aux États-Unis dès 2026. Donc ça, c'est aussi une belle annonce que je voulais partager avec vous. Le point, c'est vraiment que le consommateur doit connaître. Et en plus, cette technologie-là de fermentation de précision, vous l'avez déjà dans votre assiette. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas de la culture cellulaire. Un fromage, aujourd'hui, lorsqu'il faut le faire cailler, on utilise déjà des protéines pour faire cailler qui sont obtenues par fermentation de pression. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau sur la technologie. Est-ce qu'il y a des enjeux d'autorisation de commercialisation systématique? C'est-à-dire, vous arrivez dans un nouveau pays, nouveau marché, il faut une autorisation, j'imagine. Tout à fait. Ce type de protéines nécessite un chemin réglementaire qui est extrêmement bien balisé. Et d'ailleurs, je trouve que c'est judicieux parce que comme ça permet d'avoir beaucoup de transparence et de sécurité. Nous avons déjà obtenu les autorisations réglementaires pour les États-Unis. C'est pour ça que la commercialisation a débuté. Pour l'Europe, ça met un peu plus de temps, d'une façon générale, même si le dossier est strictement identique. Et donc, les autorisations arriveront un peu plus tard. Ça veut dire que pour l'instant, en France, vous ne commercialisez pas encore? Tout à fait. On vend nos produits, nos protéines pour que les industriels développent. Mais le produit fini de l'industriel ne se retrouve pas encore sur le marché européen. Par contre, il va se retrouver dès cette année sur le marché américain. Comment vous l'expliquez, ça? Alors, on est plus exigeant, ou on a une administration plus tatillonne? Comment vous l'expliquez? Non, c'est un processus qui est un peu plus long. C'est-à-dire que là où, par exemple, les États-Unis demandent 3 lots réglementaires, l'Europe en demande 5. Là où les États-Unis s'engagent à couvrir ce programme-là en un peu moins d'1 an, les Européens vont prendre 2 ans. C'est juste un processus qui est un peu plus long. Mais encore une fois, du moment que les règles sont communes à tout le monde, moi, ça me convient bien. Ça veut dire que vous n'avez pas encore été confronté indirectement, on l'a bien compris, hein, vous vendez à des industriels, aux consommateurs. Est-ce que vous avez testé sa réaction? Tout à fait, oui. C'était un point important. D'ailleurs, on avait commencé à l'époque pendant le Covid. Alors, on profitait vous savez, des longues files qu'il y avait devant les supermarchés, et puis on allait comme ça tester le concept. Maintenant, on va plus loin, puisque comme on a les autorisations, on peut aussi tester le concept, mais aux États-Unis en dégustant. Alors, les retours sont très, très, très intéressants. D'une façon générale, la jeune génération, elle plébiscite ce genre de produit parce qu'on a le même goût. On a les mêmes bienfaits au niveau santé, les acides aminés, la digestibilité, l'apport en calcium. Et l'impact environnemental, vous l'avez compris, il a fondu. Les populations plus vieillissantes, on va dire, elles s'interrogent et elles demandent toujours comment ça se comporte par rapport à l'industrie de l'animal, par rapport à l'élevage. Et donc, c'est un point qui est important. Moi, je suis ingénieur agronome de formation et docteur en microbiologie. Mon intérêt est de travailler main dans la main avec les éleveurs et ne pas
se substituer à Vous l'élevage. jugez que vous êtes complémentaire Tout à fait. des éleveurs. Tout à fait. Alors, on a essayé de mettre d'ailleurs les actes en face de ces mots, parce que c'est bien beau de dire nous sommes complémentaires, mais... Et donc, on est allé un cran plus loin. Et d'ailleurs, je crois que nous sommes les seuls à le faire au niveau mondial. On est allé voir nos éleveurs, l'industriel laitier, les coopératives, et on leur a demandé quels étaient les produits qui ne valorisaient pas. Il y a un produit qui ressort en tête de liste, c'est ce qu'ils appellent le sérum acide. C'est un peu technique. Lorsque vous faites cailler du lait, vous avez un jus qui coule, c'est le petit lait. Ce petit lait, vous pouvez récupérer des protéines pour le marché des sportifs, la fameuse whey. Et ensuite, il reste un jus un peu jaunâtre qui est chargé en acide. C'est un jus qui est assez mal valorisé. Nous, on le rachète. On le rachète et ce substrat-là, on le transforme en protéines. On transforme le plomb en or. Et donc, en fait, on travaille comme ça, main dans la main, avec l'industrie agroalimentaire, française en l'occurrence, et puis internationale. On leur dit, on vous achète quelque chose que vous ne valorisez pas, et on remet dans le système des protéines à haute valeur ajoutée. C'est une économie circulaire qui fonctionne à plein régime. Cette question de complémentarité avec les agriculteurs et les éleveurs, elle est d'autant plus importante que, on sait, c'est l'INSEE qui nous donne ces chiffres, que d'ici 10 ans, un agriculteur sur 2 sera parti à la retraite. J'imagine que ça concerne à peu près dans les mêmes proportions les éleveurs de vaches laitières. Donc on est quoi? On est face à un enjeu de souveraineté. Vous avez employé le mot déjà tout à fait. Si l'État français nous aide, si la BPI investit, si le Crédit Mutuel, si les acteurs qui font de l'impact comme Astanor investissent chez nous, c'est parce que aussi nous mettons en place cette économie circulaire et nous assurons la souveraineté. Il y a un déficit croissant de protéines dans le monde. On parle de plus de 50 millions de tonnes. Donc il faut travailler main dans la main avec les industriels qui existent déjà, avec les éleveurs, pour valoriser le produit de l'élevage, le produit de nos terres, mais pour le valoriser, pour refaire de la protéine à partir de produits, encore une fois, qui n'étaient peut-être pas très bien valorisés. Donc c'est notre travail, c'est notre mission. On le fait en faisant de la protéine qui est bonne pour la planète parce que décarbonée, et puis en plus, encore une fois, on remet un peu d'argent dans le système pour l'élevage, notamment en ce moment, on parle beaucoup du pouvoir d'achat des éleveurs, c'est quelque chose de significatif. Question j'allais dire gastronome, non, de gourmand. Si je goûte, je sais pas, un camembert ou un comté fait avec votre caséine ou avec du lait de vache, je vois la différence ou pas? Alors, c'est l'objectif de ne voir aucune différence. Aujourd'hui, il y a déjà des produits qui sortent soit de nos laboratoires, nos laboratoires, nos petites cuisines, soit directement des cuisines de nos industriels, où, en ce qui me concerne, je ne vois aucune différence. Et on l'a fait partager comme ça. Des gens qui ont des papilles plus aguerries que les miennes, et on n'en voit pas. Il y en a d'autres où on a encore un cran, parce qu'il y a certains produits qui sont plus difficiles que d'autres. Donc c'est tout le travail que nous sommes en train de faire. Donc on parle de glace, on parle de fromage, on parle de yaourt, on parle de lait moussant. Et donc ce sont ces produits-là qui sortiront prochainement sur le marché, d'abord américain, et puis très vite Europe, Asie. Merci beaucoup, Romain Chaillot. À bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre débat. Gros plan sur les startups de la clean tech, les technologies propres. C'est le débat de ce Smart Impact. On dévoile les résultats du baromètre Clean Tech Open France avec Thomas Bruno. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le délégué général de Clean Tech Open France. Et Marine Olassia, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de SAO Textile. Publié fin mai, ce baromètre. Déjà, de quoi on parle? C'est quoi une clean tech française? Oui, alors ça va dépendre des définitions qu'on peut trouver. Globalement, on va rester sur les clean tech, green tech, éco-solutions. On va dire que c'est la même chose. Ce sont des entrepreneurs qui développent des solutions pour l'environnement, autant au niveau carbone que biodiversité. Donc c'est de la technologie propre, si je parle en bon français. C'est quoi le profil type, justement, d'une start-up de ce secteur? Alors, le baromètre, on l'a fait justement sur notre écosystème Clean Tech Open France. Juste peut-être en un point, on existe depuis 2010. Et donc, on va avoir vraiment tout type de maturité d'entreprise dans notre écosystème. Des plus jeunes avec notre concours annuel jusqu'à du Blablacar, par exemple, qui est passé par chez nous en 2010. Elle touche vraiment toutes les filières industrielles et économiques, que ce soit sur la préservation de l'environnement, que ce soit par exemple sur la biodiversité, en passant par le bâtiment, la construction, les énergies renouvelables, la chimie ou autre. Et donc, tous mes invités sur Smart Impact. Exactement. on pourrait faire de nombreuses choses. C'est pas un hasard si vous êtes là. Et donc, SAO Textile, ravi de vous rencontrer. Vous avez créé en 2023. C'est quoi SAO Textile? SAO, c'est une entreprise à mission qui collecte et transforme des filets de pêche en fin de vie en fibres de polyamide recyclées pour l'industrie de la mode et du textile. Ok, donc l'idée de départ, comment elle vous vient? Moi, je suis toujours fasciné par ça. L'idée de départ, c'est que moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la mode. C'était mon rêve d'enfant.
Et lors de mon premier voyage au Bangladesh, je me suis dit que je ne pouvais plus fermer les yeux sur cette façon de créer et de produire la mode. Donc je me suis engagée pour une association environnementale pour la préservation des mers et des océans. Et c'est comme ça que j'ai voulu créer du lien entre l'impact environnemental et mon métier de cœur. Alors, si on regarde un peu ce baromètre, j'ai juste regardé le chiffre d'affaires moyen qui est en train de progresser année après année. 2024, on a un chiffre d'affaires moyen autour du million d'euros, 40 000 euros. 2025, 1 120 000 et prévision pour cette année, presque 2 millions. Donc, on est quoi? On est dans une accélération un peu constante, une accélération de l'accélération. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, alors on va dire que le secteur de la cleantech reste quand même, se porte bien, malgré le contexte qu'on peut connaître au niveau géopolitique, économique, et avec quand même beaucoup de défis sur le financement. Pour dire un petit peu plus sur le chiffre d'affaires, donc oui, il est en augmentation par rapport aux années précédentes, mais avec un point d'intention, puisque l'année dernière, elles étaient, et il n'y avait que 6% des entreprises qui voulaient donc dépasser ce chiffre d'affaires, et aujourd'hui, il y en a quand même 18% qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires cette année. Et à voir aussi qu'il y a à peu près 50% des cleantech qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 250 000 euros et que 3% qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros. Donc ça reste quand même à relativiser, avec des levées de fonds qui sont plus difficiles en ce moment. Alors oui, alors ça, les levées de fonds chez les startups, c'est vraiment une partie inhérente de leur activité, mais c'est vrai que le contexte se resserre de plus en plus, et donc elles ont vraiment un besoin de financement, que ce soit dilutif ou non dilutif, auprès de l'ensemble des acteurs financiers. Et il y a beaucoup d'entreprises l'année dernière qui justement sont parties en cessation, en liquidation, parce qu'elles n'ont pas trouvé leur marché, elles n'ont pas réussi à trouver des financements. Donc un peu plus que les années précédentes, mais on va dire le secteur de la cleantech reste en stagnation par rapport à d'autres filières plus anciennes, là où c'est un peu plus compliqué. Et alors, où en êtes-vous, Marine Massia, pour Sao Textile? Donc on est 3 ans à peu près après la création de l'entreprise. Vous avez votre marché, vous avez vos clients, vous en êtes où? Alors nous, on a mis 3 ans de R&D. Aujourd'hui, il n'existe aucune filière en France de collecte et de valorisation de ce déchet. Donc il a fallu un peu structurer ça. 3 ans de R&D, donc on a validé notre POC industriel à la fin de l'année 2025. Et là, justement, on est en train de chercher notre marché. On est en relation tous les jours avec des clients, qu'ils soient industriels ou mode ou sport. Et cette année, le but, c'est de transformer l'essai, donc de passer, on va dire, de l'essai technique à l'entrée au marché. Donc la preuve de concept a été faite. Est-ce que quand vous lancez Sao Textile, vous nous disiez tout à l'heure, vous connaissez ce secteur, vous y avez travaillé, vous savez qu'il y a une demande de la part de l'industrie de la mode, du vêtement, pour justement des fibres liées à l'économie circulaire, en quelque sorte. Tout à fait, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec la loi AGEC, on nous impose en fait avoir une traçabilité sur toute notre chaîne de valeur et avoir des matières recyclées dans le développement de nos collections. Donc, il y a une demande du marché, il y a une demande aussi des réglementations. Donc, la place est à prendre, mais il faut rentrer dans le marché, parce que ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est que toute notre chaîne de valeur et toute notre production est faite en France. Vraiment, chez Sao, on prend de la souveraineté et on prend de la relocalisation. Avec une difficulté, ce que vous disiez, c'est vous avez créé la filière en quelque sorte, c'est-à-dire qu'est-ce qui devenaient les filets de pêche usagés? Malheureusement, aujourd'hui, les filets, ils sont envoyés en déchetterie ou en incinération. Il n'y a pas de valorisation concrète ou circulaire. Donc le but, c'était d'aller discuter avec les pêcheurs, les ports, et essayer de trouver une solution ensemble. C'est souvent le cas des créateurs d'entreprises à technologie propre de cleantech, c'est-à-dire qu'ils doivent quasiment, il y a le côté Shiva qu'on voit chez beaucoup d'entrepreneurs, mais ils doivent aussi créer des filières souvent, parce qu'ils sont à ce point innovants Oui, alors ça peut être le cas, et justement cette innovation est disruptive, notamment dans les cleantech. On le voit beaucoup, pour prendre une expression d'une de nos startups avec qui j'ai échangé dernièrement, quand on parle de réglementation ou de dossiers administratifs, ils doivent cocher des cases carrées avec des ronds. Et donc il faut vraiment accompagner les entrepreneurs, les dirigeants et les dirigeantes à impact dans ils rentrent pas dans les cases de l'administration, on va dire ça comme ça. Exactement, et encore plus dans ces innovations disruptives. Ouais, effectivement. Est-ce que le marché français, ou allez, on va élargir, européen, est quand même plus mature pour accueillir ces startups de la cleantech que d'autres? Ou alors au contraire, il est moins mature? Par rapport à l'international? Alors c'est vrai qu'il y a vraiment des enjeux de souveraineté en France et à l'Europe face à la Chine ou aux États-Unis qui mettent des moyens colossaux dans ces innovations. Je pense qu'on a quand même en France et à l'Europe en termes général beaucoup d'innovations et beaucoup d'acteurs qui peuvent accompagner ces startups. Aujourd'hui, il faut, et par rapport au contexte qu'on peut voir, je pense essayer de simplifier cet aspect réglementation pour justement ne pas mettre
remettre sous l'eau les entrepreneurs et puis avoir un peu plus de financement comparé aux États-Unis ou en Chine où là il y a un peu moins de problèmes pour éviter justement que ces solutions partent à l'international et les garder sur le territoire. Vous avez un peu de mal à faire rentrer des carrés dans des ronds aussi? Oui, surtout que nous, on fait de l'économie circulaire, mais on est en boucle ouverte. C'est-à-dire qu'on va dans un déchet marin et on va vers l'industrie textile. Donc c'est vrai que nous, on est plutôt rond, carré. Avec quel défi à relever? Qu'est-ce qu'ils vous demandent, même si on a bien compris que vous êtes dans la phase de finalisation avec les clients, mais qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils vous demandent quels critères il faut remplir en fait? Alors ils sont hyper sensibles à l'engagement de SAO, donc l'impact marin, etc. Oui, ils vont améliorer leur propre bilan environnemental, très bien. Il y a ça, la souveraineté, donc créer de l'emploi sur le territoire, etc. L'enjeu majeur, c'est le prix. Ça reste le prix parce qu'en gros, on veut du recyclé, mais on veut être aligné au prix du marché asiatique. Ce qui aujourd'hui n'est pas trop possible puisqu'on crée une filière de A à Z et on a les coûts qui sont complètement différents. Donc on pourra optimiser. Le but, c'est d'être vraiment compétitif. Mais c'est pas de fermer la porte au marché français, quoi. Oui, effectivement. On parlait de levée de fonds tout à l'heure. Vous en avez déjà réalisé? Vous en préparez une nouvelle? Vous en êtes où? Oui, on a eu la chance d'avoir un business angel qui nous a accompagnés dès le départ de la création. Et aujourd'hui, on est en pleine levée justement pour lancer notre modèle, notre industrie et la production. Donc on est en pleine levée, oui. Ouais, c'est difficile? C'est pas simple. C'est challengeant, on va dire. Oui, mais ça, c'est pas... Bon, voilà, c'est vrai que la période est particulière. Est-ce que ce backlash dont on parle souvent ici, qui est vrai aux États-Unis, qui est vrai en Europe aussi, enfin, il y a une remise en cause par certains politiques, mais certaines entreprises aussi, des enjeux environnementaux, vous le ressentez? Oui, alors on le voit, c'est un chiffre justement qu'on a mis en exergue dans le baromètre, où 71% des startups se disent impactées par ce contexte politique. Donc c'est vraiment une inquiétude. Nous, on reste quand même optimistes et les entrepreneurs à impact le sont également, mais c'est vrai que c'est un frein. Pour revenir sur les financements, 80% des startups ont besoin de financement et 71% ont besoin de lever d'ici la fin d'année. Donc il y a vraiment un enjeu aujourd'hui et je pense qu'on pourra le voir aussi sur 2027 par rapport au présidentiel. Je pense que l'écosystème d'innovation sera attentif aux propositions qu'il pourra y avoir. Ouais, il y a beaucoup de fonds européens à aller chercher pour les entreprises. Oui, et ça justement, aujourd'hui encore, je pense que de par ces complexités réglementaires et puis de beaucoup de projets qui existent, les startups peuvent encore aller chercher de ces fonds au niveau européen. Si je me rappelle bien, dans la structure de capital des cleantech, il n'y a que 4% des startups qui bénéficient de ces fonds européens. Quand vous créez l'entreprise, vous imaginez cette masse de défis, de difficultés, d'enjeux réglementaires ou pas forcément? Non, quand je me lance, j'ai une conviction de faire autrement, de montrer qu'il y a un autre modèle qui est possible, que techniquement on peut le faire en France, mais je ne m'attendais pas à autant d'enjeux, on va dire. Ouais. Ces enjeux européens, par exemple, on vous a informé, vous avez les sources d'information pour savoir qu'il y a peut-être de l'argent à aller chercher auprès de tel organisme en France ou auprès de tel organisme européen? Oui, ça peut manquer à un créateur. On est très bien accompagné, justement en faisant partie des écosystèmes comme avec Cleantech. Ça nous permet d'avancer un peu plus en sécurité, d'aller chercher les bons fonds au bon moment. Donc, ouais. Et ça peut être le manque d'information, on va terminer là-dessus, ça peut être un frein exprimé par les créateurs de ces entreprises. Et c'est pour ça justement qu'on fait le lien avec les startups. Nous, notre but, c'est vraiment de faire une veille sur l'ensemble de l'écosystème pour les accélérer. On travaille avec le ministère, avec les points de contact nationaux pour les programmes LIFE, Horizon Europe et leur pousser les solutions. On travaille aussi avec d'autres acteurs qui aident aux aides et financements régionaux, nationaux, européens. Et c'est pour ça que les écosystèmes comme Cleantech Open France, mais aussi comme tous les autres écosystèmes avec qui on travaille, la French Tech, BPI France, les coques verts, je crois que Marine, tu fais partie aussi des coques verts. Il y a vraiment ce besoin d'accompagnement auprès des startups. Merci beaucoup à tous les deux et bon vent à Sao Textile. On vous souhaite le meilleur. On passe au grand entretien de ce Smart Impact avec Alain Di Crescenzo, le président de CCI France. C'est un grand entretien exceptionnel que je vous propose aujourd'hui en amont de la grande assemblée des entrepreneurs de la CPME le 25 juin au Parc des Princes, événement dont CCI France est partenaire. Et je suis avec son président Alain Di Crescenzo. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous dans les locaux de CCI France à Paris. C'est le réseau des 121 chambres de commerce et d'industrie françaises. On verra comment les enjeux de responsabilité sociale, sociétale, environnementale sont intégrés à votre stratégie. Mais peut-être
pour commencer, un mot de présentation. Moi, quand je vois 121 chambres de commerce, je me dis, voilà, un maillage territorial impressionnant quand même. C'est l'un des plus efficaces d'une certaine façon. C'est peut-être un des derniers d'ailleurs. Hein. Donc alors efficacité, on y travaille depuis un certain nombre d'années. Donc les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics dont la gouvernance est à la main des entrepreneurs, élus au suffrage universel des entreprises. Voilà, ça c'est le principe. Au niveau nous avons bien sûr des collaborateurs, donc qui sont là pour faire les opérations. On en a 13 600, donc c'est une belle structure, et on a 9 000 élus bénévoles. Et nous avons 3 missions. Une mission qui consiste dans l'accompagnement des entreprises, des porteurs de projets et des territoires. Je vous donne tout de suite une volumétrie. L'an dernier, entre porteurs de projets et entreprises, on a accompagné 1 167 000 entreprises / porteurs de projets. Donc on est le premier accompagnateur des entreprises, définitivement, dans ce pays. La deuxième activité, c'est la formation. On oublie souvent que nous sommes le premier formateur après l'éducation nationale. On a formé l'an dernier 525 000 personnes. Donc 100 000 personnes dans nos grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. On a 7 écoles d'ingénieurs. Et on a formé 140 000 apprentis et 250 000 personnes en formation professionnelle. C'est des gens qui veulent changer de parcours aussi, pas seulement. Alors, les grandes écoles, ça peut être ça aussi. Hein. Moi, j'ai mon fils, par exemple, qui veut changer de parcours et qui va sans doute faire un master là-dessus, mais pas que. Donc, s'il y a de la formation initiale, l'apprentissage. Et après, sur la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire la formation professionnelle, c'est le fait de vouloir ne pas être obsolète. Voilà. Et vous savez, le monde va très vite, il y a des nouvelles technologies, on va sans doute en parler. On va parler d'IA, oui, forcément. Et donc, si vous voulez, la seule façon de ne pas être obsolète, c'est de se former, et c'est ce qu'on fait de notre côté. Et la dernière activité, c'est la gestion des infrastructures régionales. Oui, ce que tout le monde ne soupçonne pas forcément. Quand on parle d'infrastructures, c'est quoi, des ports, des aéroports pour être très précis, il y a des centres d'accueil des entreprises, donc où les entreprises peuvent avoir quelques mètres carrés. Donc là, c'est à peu près la moitié, il y en a 250. Nous avons 110 ports, à la fois commerciaux, de plaisance, etc. Nous avons 50 aéroports, et après, il y a des centres des congrès, pour un total de 580. Nous sommes le premier gestionnaire en France d'infrastructures régionales. Alors, elles ont une particularité, parce que vous savez que les grosses infrastructures, on les a perdu au profit du privé, et donc ça ne me gêne pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces petites infrastructures qui font la vie économique des territoires. Et sans celle-ci, on ne pourrait pas développer les territoires. Et c'est ça la première mission des chambres de commerce et d'industrie, qui sont des établissements publics, c'est l'orientement des territoires. Mais ces infrastructures, est-ce qu'elles sont rentables ou est-ce qu'on les maintient justement pour qu'elles permettent au territoire de garder une attractivité économique ? Alors, donc elles sont juste rentable. Mais la rentabilité, c'est une rentabilité seconde que l'on cherche. Il nous faut une rentabilité primaire, c'est la rentabilité pour rénover, éviter l'obsolescence, etc., et faire vivre l'infrastructure. Mais la rentabilité secondaire, qui est la plus importante pour nous, c'est le retour sur investissement sur les territoires. Il n'existe pas de territoire qui se développe sans infrastructure, c'est notre métier. Et donc, on s'est fait cette spécialité d'infrastructure peu rentable, donc économiquement, mais terriblement rentable pour les territoires. Il y a un mot important, c'est le mot réseau. Pourquoi il est important ? Réseau, premièrement, alors ça me touche vraiment le réseau parce que c'est un petit peu ma philosophie. Je pars du principe, si vous voulez, il y a tellement de choses à faire. Vu la taille du monde et ce que nous représentons, il est illusoire d'imaginer que l'homme seul va réussir ou l'institution seule va réussir. Donc c'est un réseau, pourquoi ? Parce qu'on est là pour démultiplier les efforts, les actions. Donc on le fait au sein du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le réseau des entreprises, c'est le réseau de l'économie. Et donc on voit les challenges qui sont en face de nous. Donc on se dit, arrêtons de rêver. Il faut s'associer, il faut prioriser et déployer ensemble avec une grande efficacité d'exécution. C'est ça le réseau. Et le réseau, il est alors forcément, pas forcément, mais il est souvent public-privé. Parce qu'on a cette image de deux mondes qui ont parfois eu du mal à communiquer entre eux, qui ne parlaient pas le même langage. Finalement, vous faites la synthèse entre les deux. C'est marrant, parce que c'est la première fois qu'on me parle de ça, mais effectivement, on est une bonne incarnation de l'intégration du public et du privé. Maintenant, quant à l'idéologie qui consisterait à dire que les deux mondes ne se marient pas, ne peuvent pas se marier, je crois qu'il faut tout de suite l'oublier. Vous regardez l'état des finances publiques de la France, et d'autres pays européens d'ailleurs, voire au niveau mondial, rien ne peut se faire sans le privé. Et la véritable force et la quintessence de l'économie d'un pays, c'est ce maillage qu'on peut avoir, c'est ce lien qu'on peut avoir, c'est ce réseau peut-être qu'on peut avoir entre d'une part une force publique importante et une force privée qui peut amener des initiatives et des capitaux.
Alors vous êtes aussi, CCI France, une vigie du moral des entrepreneurs français, puisque vous avez un baromètre mensuel pour évaluer ce moral. Comment ils vont en ce moment ? Il ne va pas. Ouais. Pas dire le contraire, oui. Je suis allé un peu vite sur le sujet. Il ne va pas et c'est inquiétant. Il ne va pas parce qu'on a une chance dans cet établissement public qui est très vieux. Vous savez, c'est Henri IV qui a arrivé les chambres de commerce et d'industrie. Et en ce qui concerne le moral des entreprises, depuis 2015, tous les mois, on sonde nos entrepreneurs. Donc, on a eu l'occasion d'affiner les panels, d'affiner les questions, etc. Et il y a 4 questions qui ressortent tous les mois depuis 2015. Premièrement, donc, l'indicateur d'optimisme. Le dernier indicateur d'optimisme est à 55, au minimum. Il a été à 49 lorsqu'on a fait le shutdown, on a tout fermé pendant le Covid. Donc on revient quasiment au niveau de la crise Covid. On est au Covid. Et la moyenne longue période est à 110. Voyez, donc voilà où on en est. Donc divisé par 2 par rapport à la moyenne longue période. Les 3 autres questions qu'on pose, c'est quelle est votre confiance dans votre entreprise, dans l'économie française et dans l'économie internationale ? L'entreprise, la confiance en son entreprise, c'est plus de 50% des entrepreneurs qui ont confiance en leur entreprise. Mais c'est à peu près 30 points de moins que ce qu'on avait en régime nominal. D'accord ? Là où ça chute, mais alors d'une façon extraordinaire, c'est la confiance dans l'économie française. Il n'y a que 9% des entrepreneurs qui ont confiance dans l'économie française. Pendant la période Covid, quand on a tout fermé, c'était 11%. Et la confiance dans l'économie mondiale, on est au minimum, on est à 11%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'état d'esprit de nos entrepreneurs, qui ne sont pas des gens négatifs, puis ils se lèvent tous les matins pour essayer d'avancer. Non, l'optimisme, voilà. c'est une qualité obligatoire, je pense, quand on est voilà, parce qu'autrement, on fait autre chose. Ouais. Donc, dans l'état d'esprit, cet état d'esprit est incompatible avec plus de croissance, plus d'investissement et plus d'emplois. Et d'ailleurs, on le voit dans les chiffres. Les chiffres du premier trimestre sont trompeurs. On dit on est flat en termes de croissance. Si on enlève le stock, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'on avait peut-être des petits problèmes d'approvisionnement, on est à moins 0,7%. À moins 0,7%, donc on est négatif. Si vous regardez les chiffres du chômage, 8% record. Si vous regardez les chiffres des difficultés des entreprises sur 12 mois glissants, on est à 70 000. Donc voilà, on n'investit pas beaucoup, on investit moins, on consomme moins. Et donc, on attend un Big Bang quelque part dans ce pays. On attend peut-être quelques bonnes nouvelles. Oui, effectivement, tout le monde les attend. Mais alors, je vais reprendre 2 des aspects, le contexte économique français et le contexte international. Sur l'aspect français, je vais le lier à l'actualité politique. On sort pas d'ailleurs, on est en plein dans 2 années, on va dire, de chaos provoqué par la décision de dissoudre l'Assemblée, et on va encore attendre 1 an avant d'avoir un pouvoir politique validé par les urnes et, espérons-le, solide. C'est pas encore garanti. Ça veut dire encore 1 an d'attentisme pour les chefs d'entreprise ? Et vous êtes très optimiste parce que c'est pas 1 an, parce qu'il ne vous a pas échappé que pour mettre en marche la mécanique, il faut quelques mois. Oui. Donc, en face de nous, là, nous avons un trou noir de 18 à 24 mois, ce qui est totalement incompatible avec les capacités de la France aujourd'hui. Voilà. On ne peut pas se permettre ce trou noir. Et moi, c'est le message que je porte. Mais on ne va pas y échapper à ce trou noir. Ben si, il faut lutter. Je crois qu'il faut être des rebelles. Je crois qu'il faut faire des propositions. C'est ce qu'on fait. Moi, j'ai fait 10 propositions au Premier ministre. On est en train de travailler, là, sans doute, pour ressonder nos entrepreneurs, pour retrouver la quintessence des besoins des entreprises. Et là-dessus, on doit agir. On doit se violer, se pousser à agir. Voilà. Parce qu'autrement, on va tout détruire. Mais avec la difficulté d'une majorité ou d'une absence de majorité politique pour le faire. Sébastien Lecornu a beaucoup d'habileté, mais il a l'une des plus faibles majorités de l'histoire des premiers ministres de la Ve République. Bref, donc malgré tout, vous pensez qu'il peut avoir une capacité à faire avancer un certain nombre de réformes structurantes. Oui, je crois qu'il y a des propositions, on en reparlera peut-être. Moi, j'ai quelques idées, ça tient en 5 verbes sur lesquels on pourrait travailler. Et donc après, il faut forcer notre destin. Il y a un Parlement, il existe. Moi, je rencontre tous les parlementaires, qu'ils soient de droite ou de gauche. Donc, je rencontre tout le monde et j'essaie de faire passer des idées. Pourquoi des idées et des actions, surtout des actions. Je crois que le concept, c'est vachement intéressant, mais ce qu'il faut, c'est l'exécution. Voilà. Et il y a quelques idées très simples à mettre en place qui nous permettraient de gagner quelques points de croissance qui sont fondamentaux pour notre pays et faire quelques économies, ce qui n'est pas de reste chez nous non plus. Est-ce qu'il va falloir que les patrons, on se voit parce qu'il va y avoir ce grand rassemblement annuel de la CPME au Parc des Princes. Est-ce qu'il faut qu'ils pèsent sur la campagne présidentielle et si oui, comment ? Je crois qu'il faut inspirer. Il y a 2 choses. Inspirer et avoir comme on dit en français, des commitments.
Voilà, je veux dire, c'est pas open bar être président de la République ou être ministre. Je crois qu'il y a des engagements et nous, on doit être là où on doit être bon. D'un côté, le monde patronal ou le monde de l'entreprise, je préfère utiliser ce mot-là. Là où on doit être bon, c'est qu'on doit avoir une voix, une seule voix. Et on doit avoir quelques propositions synthétiques. C'est pas 100 propositions, c'est 10 au maximum, tous alignés là-dessus. Et donc notre boulot, c'est d'expliquer pourquoi c'est bon pour la France, pourquoi c'est bon pour notre économie, pourquoi c'est bon pour nos concitoyens, et faire en sorte que les candidats s'engagent auprès de nous. Alors vous direz, les engagements, on peut changer, mais déjà un engagement devant nos concitoyens et en amont d'une campagne présidentielle, c'est fondamental. Donc on doit chercher l'adhésion, la compréhension des candidats, et ensuite on doit chercher l'engagement de nos candidats à la présidence de la République. Ça sera un mandat définitivement extraordinairement important, le futur mandat présidentiel. Et donc il faut parler à tous les candidats et candidates ? Je crois qu'est-ce qui peut se passer ? Il y a un candidat qui ne vous plaît pas, ou une candidate qui ne vous plaît pas, qui est élue. On laisse mourir la France ? On ne peut pas laisser mourir la France. Ou alors on change de métier. Il faut soutenir l'entreprise. Après, on peut avoir nos visions politiques, nos aspirations politiques. Mais au bout d'un moment, si on reste dans le bateau France, il faut que ce bateau avance. Et donc, il faut inspirer tout le monde. Ensuite, il y a le contexte économique et géopolitique international. Je vais poser une question très cash. Est-ce que Donald Trump est en train de plomber l'économie mondiale ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et je crois qu'il plombe la sienne aussi, parce que courte période, il peut gagner un tout petit peu, mais longue période, si vous voulez, malheureusement, c'est un client, ou heureusement, c'est un client et un fournisseur du monde. Voilà. Donc, on ne peut pas imaginer des États-Unis aujourd'hui qui seraient hyper prospères et puis le reste du monde qui serait en train de crever la dalle. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, on a à la tête des États-Unis, je le crois, un monsieur qui est difficilement contrôlable. Donc, il faut que ça devienne... Il faut comprendre qu'on vit dans une période d'instabilité. Et là-dessus, il n'y a qu'une voie pour moi, c'est la négociation. La négociation, ça veut dire qu'à la fois avec la carotte et le bâton, si je puis le dire ainsi, c'est-à-dire qu'il faut négocier. L'Europe doit négocier. Est-ce qu'elle le fait bien ? Elle le fait. Est-ce qu'elle le fait bien ? Avec ses faiblesses intrinsèques, c'est-à-dire décider à 27, etc. Voilà, donc j'étais avec... ces journées hier, c'est pas facile d'être à l'Europe et dans la gouvernance européenne parce qu'on n'est pas aligné. Regardez, on a un grand projet d'investissement à lancer, on a un grand plan à lancer pour la prochaine mandature et donc on a du mal à faire voter. Voilà, il faut sans doute revoir un petit peu le système de vote, de délibération européen parce que, vous savez, des majorités excessivement qualifiées ou quasiment à l'unanimité, ça ne marche pas dans notre monde. Est-ce qu'elle le fait mal ? Je ne sais pas. En tout cas, elle essaie de le faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a été surprise, l'Europe. Oui. Je crois après, ça peut être ça peut être une opportunité aussi. Parce qu'un pôle américain instable qui inquiète potentiellement des investisseurs, ça peut être une chance pour l'Europe de les attirer. Oui, alors on a vu Chouch-Sens hier, on a attiré des investissements, mais enfin, je veux dire, après on peut tout se dire dans la vie, hein, mais on ne peut pas se passer du pôle Amérique. Voilà, c'est un débouché extraordinaire, c'est un tiers du business mondial. Donc, ce qu'il faut, c'est soit patienter qu'il ne soit plus là, soit faire en sorte que pendant qu'il est là, il puisse un petit peu infléchir ses positions qui ne sont pas bonnes ni pour les États-Unis. Et beaucoup d'Américains, moi je suis en contact périodiquement avec des Américains, comprennent que c'est pas bon pour eux, ni pour les États-Unis, ni pour l'Europe, ni pour le monde. Et l'Europe et ses 450 millions de citoyens et de consommateurs, on ne peut pas non plus s'en passer quand on est américain ou chinois d'ailleurs. Il faut avoir ça dans l'équation. Permettez-moi de revenir là-dessus. Vous voyez, 450 millions de consommateurs, peut-être qu'on ne l'a pas assez compris en Europe, entre nous. Le premier business doit se faire entre nous. Et en termes de stratégie à l'international, ce que je dis, la priorité des priorités, c'est le business qu'on doit faire en Europe, entre nous, où il n'y a pas de frontières, où on a une communauté d'intérêts, c'est l'Europe. Même si on est différents, même si c'est à parfaire, faisons du business entre nous, et ça peut nous permettre de tenir un certain nombre d'années. Alors justement, je vais ouvrir le chapitre consacré à la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, par une question sur l'Europe. On assiste, alors il y a deux façons de voir les choses, un détricotage du pacte vert, du Green Deal avec ses lois omnibus. On peut considérer que c'est un recul en arrière, ou alors on peut dire c'est une simplification bienvenue. Vous vous placez de quel côté ? Je veux dire un truc, moi je trouve que c'est intelligent. Tout simplement, c'est intelligent. On ne peut pas être premier de cordée sur tous les sujets. D'accord ? L'environnement, ce n'est pas une question européenne, c'est une question mondiale. D'accord ? Si, parce que vous allez trop loin dans l'environnement, et je suis favorable à une politique de verdissement de nos économies, mais si vous allez trop loin et que vous détruisez votre économie, vous mourrez en bonne santé.
c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc, je trouve qu'on est allé très loin sur certains sujets. Et donc, le fait aujourd'hui de simplifier, d'amender, vous prenez le terme qui vous plaît, c'est pas une reculade, c'est du bon sens. C'est intelligent. Voilà. Donc, je crois qu'il faut être pragmatique. Je crois que dans les politiques qu'on peut avoir sur plein de sujets, il faut bien sûr avoir l'intention, il faut avoir l'ambition, il faut avoir la stratégie, mais à un certain moment, il faut avoir le sens des réalités et adapter la stratégie donc aux réalités. Il y a ces amendements, ils sont les bienvenus. Mais est-ce que ça envoie pas un message aux entrepreneurs français et européens de dire bon bah après tout on peut ralentir sur la transformation environnementale? Non, écoutez, je crois que c'est pas le cas. Premièrement, je peux vous parler de la France. Donc on a fait un accompagnement c'était ma première priorité sur les 3 premières années de mon mandat, le verdissement de l'économie. Il n'existe pas une entreprise que je rencontre, et vous savez, on en voit à peu près 1 million par an, donc qui n'ait pas lancé une initiative là-dessus. Même les toutes petites ? Même les toutes petites. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà l'économie d'énergie. Enfin, il ne faut pas rêver. Bien Je sûr. peux vous dire qu'aujourd'hui, on s'excite un peu sur le sujet, Donc, tout le monde est sensibilisé au sujet. D'accord ? On a tous fait des opérations et maintenant, qu'il y ait une petite pause parce qu'on a aussi des technologies à implémenter, parce que le business est plus compliqué, etc., c'est légitime. Et n'oubliez jamais le point suivant, c'est qu'une entreprise ne se bat jamais contre ses clients, contre son marché, contre son économie. Je prends un exemple. On a tous compris qu'on aurait un carbon score. C'est comme le Nutri-Score, A, B, C ou D. Vous êtes A ou B, on vous achète. Vous êtes C ou D, on ne vous achète pas. Donc ça, c'est clair dans la tête des entrepreneurs. Donc le verdissement, c'est clair en termes de composantes commerciales et même de recrutement. Les jeunes ne veulent pas travailler dans le D ou le C. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on a tout compris qu'il y avait des savings à faire, des économies à faire. Et troisièmement, on voit le sens de l'histoire et ce qu'il faut pour notre planète. Donc, si vous voulez, c'est fermement ancré. Un petit pas de côté, de temps en temps, ça peut vous permettre de mieux vous relancer. Et c'est ce qu'on est en train de jouer aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup, je reviens à la présentation que vous nous avez faite CCI France, de formation, d'accompagnement qui portent sur ces questions de stratégie de transformation? C'est terriblement important, si vous voulez, parce que l'an dernier, on a sensibilisé 120 000 entreprises. D'accord ? Et on a accompagné, c'est-à-dire une mission entre 1 et 5 jours en moyenne, à peu près 20 000 entreprises. Donc là-dessus, on a vraiment fait le travail. Et là, on est back to the fondamentaux, pour le dire en anglais. On repart sur les fondamentaux. C'est quoi ? Il y a une période de crise énergétique et on va sur les économies et sur l'empreinte carbone. On a un petit outil qui s'appelle LISE, que l'on diffuse, qui permet de mesurer votre empreinte carbone et de faire des économies d'énergie. C'est là-dessus qu'on est focalisé et il y a beaucoup d'enthousiasme des entreprises françaises sur le sujet. L'électrification, alors les crises sont souvent des accélérateurs de changement. L'électrification voulue, annoncée, je ne sais pas si elle ira aussi vite que prévu par le Premier ministre dans la foulée de cette crise énergétique déclenchée par la guerre au Proche-Orient. Vous pensez qu'elle va assez vite? Comment vous l'analysez, ça? Alors, vous savez que j'ai fait toute ma carrière dans l'électricité. Vous ne le savez peut-être pas, j'ai 38 ans dans l'électricité. Donc, je faisais des logiciels pour l'électricité. Voilà. L'électricité. IGE plus Exao, c'était ça. Exactement. Voilà. On doit aller à Schneider aujourd'hui. Donc, j'ai vu que Schneider a signé de beaux contrats. Hier, c'est magnifique. L'électrification, c'est une évidence. Une évidence, si vous voulez. Et moi, je suis malheureux, si vous voulez, qu'on ait perdu des années. Imaginez, aujourd'hui, sur le nucléaire, je parle, qui est une énergie verte, qui est une énergie qui n'est pas chère et qu'on sait produire chez nous. Imaginez qu'on n'ait pas perdu ces 10 ans ou ces 5 ans sur le sujet. Aujourd'hui, vous aurez une disponibilité d'énergie verte extraordinaire. Voilà. Donc l'électricité, dans tous les cas, c'est un usage, c'est une utilité dont on a de plus en plus besoin. Et ce n'est pas que la voiture électrique. Parce que c'est une énergie facile à consommer, c'est une énergie facile à maîtriser, un peu de stockage à gérer, mais bon, là, il faut y travailler. Mais l'électrification, c'est sans doute l'avenir, si vous voulez, de l'énergie. Un bémol, quand même, sur la voiture électrique, j'en ai entendu, qu'on fabrique, il faut trouver des composants pour se substituer aux terres rares. Parce que si vous fabriquez des batteries, comme vous dit mon ami, des approvisionnements, il n'y en a plus demain, on va se retrouver comme des idiots, bon, pas dire autre chose, avec des usines vides. Voilà. Donc il y a toute une volonté, d'ailleurs, qui fait partie de la volonté de la France, de se désensibiliser donc, par rapport à ces matériaux pour que ce qui est électrique et que nous fabriquons, comme des aimants, comme les batteries, etc., nous ayons notre souveraineté
européenne à minima là-dessus. Sinon, c'est la Chine raffine 90% des terres rares. Et les US, c'est 80-90%. Donc, mais attendez, on a des chercheurs, on a des grandes écoles, on a des belles universités. Mettez-vous au boulot sur le sujet. C'est un sujet de souveraineté nationale. Et surtout, si on va tous là-dedans, il ne faut pas se retrouver dans un cul-de-sac. Vous dites sur le Made in France, tiens, on va ouvrir un petit chapitre là-dessus, ne pas acheter français coûte plus cher. Pourquoi ? Parce que comment vous payez votre système social, comment vous payez donc tout ce qui fait la différence de la France, comment vous payez vos infrastructures. Le Français doit choisir. Moi, j'appelle ça le grand carrefour, si vous voulez. Il faut choisir ce qu'on veut. Est-ce que vous voulez conserver vos emplois en France ? Est-ce que vous voulez que vos enfants travaillent toujours en France, ou alors ils peuvent aller travailler aux États-Unis, en Chine, où vous voulez d'ailleurs, tout est possible. Est-ce que vous voulez maîtriser, conserver des infrastructures ? Est-ce que vous voulez conserver un rayonnement de ce pays ? Est-ce que vous voulez conserver donc le régalien, dont la sécurité dont on parle beaucoup dans ce pays ? Ou est-ce que vous voulez arrêter ? Si vous voulez conserver ça, c'est pas compliqué, il faut consommer français. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Et deuxièmement, peut-être, puisqu'on parlait de l'environnement, je rappelle que la meilleure solution pour verdir, c'est de fabriquer ici. Ben oui, vous allez éviter les transports, etc. Donc voilà, donc, je crois que le Français doit réfléchir. Est-ce qu'il veut faire... Et je sais que c'est difficile pour beaucoup de Français, mais il y a des choix à faire. Est-ce qu'on préfère faire une économie de 3, 4, 5, 10% et ruiner le pays, ou est-ce qu'on se dit, bon, maintenant, je vais faire un peu comme les autres, comme les Américains, comme les Allemands d'ailleurs, et dire, voilà, au fond, j'ai une petite préférence pour mon pays, quoi. Et ils le méritent, dans tous les cas. Ça vaut pour l'IA générative. Il y a une entreprise française qui s'appelle Mistral AI. Moi, à chaque fois que je croise quelqu'un qui est sur ChatGPT ou un autre, je dis, mais pourquoi tu n'utilises pas le chat ? Il faut utiliser, alors je sais, il faut utiliser Mistral déjà. Oui, après on est sur des choses qui nous échappent un petit peu. Bon, c'est un petit peu mon métier. Oui, parce que même ma formation. Vous avez vendu des logiciels pendant. Oui, et puis j'ai décennies, commencé par une thèse en intelligence artificielle en 1986, je crois. Oui, donc c'était assez. Mais vous y croyez à un champion français de l'IA, de l'IA générative ? Non. C'est trop tard ? Non, c'est pas que j'y crois. Je veux dire, elle ira en bourse, la boîte. Et puis, une fois qu'on est en bourse, on est mondial, quoi. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est d'avoir cette technologie qui soit française, c'est qu'on ait développé des usages. Il y a les moteurs, donc, qui sont une chose, les moteurs d'intelligence artificielle. Donc, ce sont des bébêtes un peu complexes. Il y a quelques leaders que vous avez cités, etc. Et après, il y a des usages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on développe des usages. L'IA pour le boulanger, l'IA pour le boucher, l'IA pour le garagiste, qui va nous permettre de gagner quelques petits points de compétitivité. Vous savez, quelle est la différence entre un pays qui gagne et un pays qui perd ? C'est 3 points de PNB ou 2 points de PNB. C'est entre 1% de croissance et 3%. Et ça, avec l'IA, on peut l'avoir. Donc, ne soyez pas focus donc sur... C'est bien d'avoir Mistral. Oui, mais sur les moteurs, je vous interromps. Développons des usages et déployons-les. Ok, mais il y a quand même une question de souveraineté des données. Ah, ça c'est autre chose. Alors, oui, mais c'est pas rien, parce que c'est un peu le pétrole de ce siècle. Donc, c'est une super bonne question. C'est mon sujet. D'accord. On sait travailler sur la souveraineté des données. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs moteurs d'IA. Pas forcément français. Pas forcément français, qu'on sait isoler. D'ailleurs, il y a de l'open source aussi. Et qui vont travailler sur des données qui seront protégées et résidentes. Ça, on sait faire la décomposition. Et on sait même avoir des couches interfaces qui permettent, avec un même langage, d'attaquer plusieurs moteurs. Voilà. Là-dessus, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est sans doute là-dessus qu'il faut travailler en termes de souveraineté. Je ne pense pas qu'on ait le monopole d'un moteur d'IA. Non, la vie n'est pas comme ça, d'accord ? Mais par contre, se dire qu'on doit être indépendant des moteurs d'IA et qu'on doit préserver deux choses, nos scripts, nos prompts, si vous voulez, d'un côté, c'est-à-dire votre matière intellectuelle, et d'autre part vos données, ça c'est une bonne idée, et c'est là-dessus qu'on a travaillé, et on doit ajouter des usages. Oui, et est-ce que, tiens, on a parlé de formation en matière RSE environnementale, sur l'intelligence artificielle, ça m'intéresse aussi de savoir où vous en êtes, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont un peu dépassées par l'usage de l'IA générative par leurs collaborateurs. Oui. Et qui justement n'ont pas forcément protégé ce qui fait la spécificité, parfois même le cœur business de l'entreprise qui d'un seul coup est offert au moteur d'IA. Oui, alors après, vous savez, les moteurs savent déjà faire plein de choses. Donc après, il vaut mieux protéger, bien sûr, mais la vie, elle est comme ça. Vous savez, malheureusement, on n'est pas que dépassé par nos collaborateurs, on est dépassé par nos clients. C'est là que ça devient emmerdant, c'est le sujet. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de se remettre au niveau. C'est un vrai sujet, l'IA. On sait que c'est un sujet hyper disruptif.
moi, je peux vous parler de mon expérience professionnelle. Ce qui avant donc coûtait, entre guillemets, plusieurs milliers d'années-hommes de travail, aujourd'hui, on peut imaginer que ce soit quelques dizaines, un rapport de 1 à 100. Vous voyez, donc il y a un facteur important. Bon, donc de tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que premièrement, on n'a pas le choix, il faut y aller. Parce que si on n'y va pas, nos collègues vont le faire partout dans le monde. Deuxièmement, il ne faut pas y aller tête baissée. Bon, les données, les technologies, etc. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Et comment, entre guillemets, on réutilise nos collaborations, nos talents. Comment on va former, on va réorienter nos talents? Parce que l'IA, on va être obligé d'y aller. Si on y va la tête dans le guidon, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une casse sociale extraordinaire. Extraordinaire, ça veut dire pas bonne, hein, d'accord? Et voilà, donc là-dessus, il y a un énorme travail à encore faire. la casse sociale. Oui, on peut l'éviter. Oui. Alors, on n'est pas des champions de l'anticipation, hein, mais ça, j'en parlais avec Clément Beaune, donc le haut-commissaire au plan. Là-dessus, il faut vraiment bosser, parce qu'il y aura de la casse. On voit très bien les gains de main-d'œuvre qu'on peut avoir sur le sujet, mais on a des besoins à côté, donc il faut y aller, quoi. Et il nous reste 2 minutes, je voudrais qu'on parle des 2 événements qui nous réunissent. Vous êtes partenaire de la grande assemblée des entrepreneurs organisée par la CPME, 25 juin au Parc des Princes. Bismart, évidemment, sera présent, 4000 personnes attendues. En quoi c'est majeur un rassemblement comme celui-là? Quelle est la maladie la plus terrible d'un entrepreneur? La solitude. La solitude, ouais, voilà, c'est tout compris. On a besoin d'être en réseau. Voilà. Et donc, je crois que le fait de se voir, c'est d'une part, on se remonte le moral, on échange sur nos problématiques, surtout sur des solutions, et on fait PAC. Je crois que c'est important qu'on ne soit jamais isolé. Voilà. Donc, ne soyons jamais isolés. Pour ça, il faut sortir et allons voir nos pairs. Et allons les voir avec bienveillance. Et puis, quelque part, quand on voit ses pairs, qu'est-ce qu'on fait? On a des bonnes idées, et puis on peut même trouver du business, donc c'est ce qu'il faut faire. Autre événement, la Nuit des Audacieux, organisée par Bismart for Change. 26 novembre, vous êtes sponsoring dans la catégorie Audace de s'engager, qui va valoriser les entreprises qui ont réalisé justement des transformations, ce dont on parlait, numérique, écologique, RH. Là aussi, pourquoi ce point particulier de la transformation? Ça, vous y avez en partie répondu depuis 25 minutes. Hein. Parce que vous avez compris qu'on est dans un monde de transformation permanente. Et il faut plus se poser des questions, il faut y aller. Par contre, il faut accompagner, il faut aider, il faut coacher, il faut accélérer. Et donc ça, c'est le rôle des chambres de commerce et d'industrie. Et puis après, le terme, l'audace. L'audace, c'est ce qui nous manque le plus, je crois. Il faut retrouver l'audace des grands projets, l'audace d'aller de l'avant, l'audace de ne pas avoir peur de se tromper. C'est ça l'audace. Et l'audace, c'est l'entreprise. Voilà. Donc l'audace et la transformation, écoutez, c'est un bon programme présidentiel peut-être. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Alain Di Crescenzo. Merci encore de nous avoir accueillis ici dans les locaux de CCI France. À très bientôt sur Bismart for Change. Et on se retrouvera évidemment 25 juin au Parc des Princes pour la grande assemblée des entrepreneurs de la CPME. En attendant, notre Smart Impact continue. Rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas avec Katia Tardy, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Handy Gaspi, vous l'avez écrit il y a 5 ans avec Louise Doulier et Alix Guyot. Vous étiez venu nous en parler d'ailleurs dans Smart Ideas il y a quelques années. Mais on va redire à nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, c'est quoi Handy Gaspi? Handy Gaspi, on a 2 piliers forts, le handicap et l'anti-gaspi. On fabrique des biscuits à partir d'invendus de pain et tout est entièrement fabriqué et conditionné par des personnes en situation de handicap. Donc c'est les biscuits Quignon et aujourd'hui on a 30 personnes en situation de handicap qui s'activent au quotidien pour la fabrication de ces biscuits. Et ça permet de sauver 500 baguettes de pain invendues chaque jour. Alors, moi, ça m'intéresse toujours de savoir... Bon, il y a l'idée qui est super, et puis après, il faut trouver la matière première, etc. La filière, elle existait, il fallait la créer, récupérer le pain, c'est si simple que ça? Comment ça s'est passé? Non, on apprend en avançant. Au départ, on le faisait avec les boulangers traditionnels, les boulangeries de quartier. On s'est vite rendu compte que c'était compliqué déjà d'un point de vue logistique d'aller collecter toutes ces boulangeries pour avoir 500 baguettes de pain chaque jour. Le mieux, c'est qu'elles soient toutes au même endroit et qu'on n'ait pas le tour de 50 boulangeries à faire. Et d'un point de vue traçabilité, d'un point de vue réglementaire, il faut qu'on ait toujours les mêmes approvisionnements, qu'on sache exactement quand est-ce que le pain a été fabriqué par qui. Donc c'est plutôt des produits qui sont issus soit de chaînes de boulangerie, de grosses structures, soit d'industries qui ont des produits non conformes, des produits tombés de ligne en quelque sorte, qui sont trop gros, trop petits, où la baguette a été mal assurée. Et donc c'est vraiment ces produits-là, donc qui n'ont même pas encore été commercialisés, auxquels on s'attaque, et le gisement est conséquent dans les usines françaises. Alors c'est ça la question que j'allais vous poser. Il y a tant d'invendus ou de tombées de chaînes, de lignes que ça? Oui, il y en a...
Il y en a même tellement qu'aujourd'hui, les industriels viennent nous chercher pour tous les sujets de casse en usine. En fait, les gens qui nous appellent, c'est des gens qui fabriquent des tonnes à l'heure. Ouais. Donc forcément, le gaspillage en pourcentage, il est très faible. Mais quand on fabrique des tonnes à l'heure, à la fin de l'année, la casse, elle se chiffre en dizaines ou en centaines de milliers de tonnes sur du pain au départ. Mais finalement, on nous appelle pour des coques de macarons, des brisures de crêpes, de brioches, de biscottes, des cosses de cacao. Enfin, des matières qui sont nobles, mais qui aujourd'hui sont soit envoyées au cochon, soit en méthanisation parce qu'elles n'ont pas de filière de valorisation. Et alors, tous ces déchets qui sont valorisés, vous pouvez tous les récupérer et en faire quelque chose? Ouais, alors, jusqu'à présent, on pouvait les valoriser dans notre atelier. Donc, Ouais. nous, on a un atelier semi-industriel. On fabrique 30 000 biscuits jour, mais à l'échelle d'une industrie, c'est très peu. Donc là, on est en train de faire évoluer la démarche pour l'injecter directement dans l'industrie et faire en sorte qu'on puisse valoriser les gisements là où ils sont et mettre des équipes en situation de handicap directement dans les usines françaises. Donc, nos pilotes, c'est Tipiak et Donna sur ce projet-là, pour voir comment est-ce que ce que nous, on a appris à petite échelle sur l'handi-gaspi, on peut le mettre à disposition des gros acteurs et à travers eux avoir une force de frappe industrielle quand nous, aujourd'hui, on est un petit acteur. Et alors alors ça, on a bien creusé la partie anti-gaspi. Sur l'engagement pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, je vais vous poser une question un peu provocatrice, mais il y a suffisamment de handicapés pour grandir comme vous le souhaitez? Alors là, c'est comme les invendus, je pense qu'on n'est pas près de manquer de ressources humaines. Ouais. En fait, on collabore avec les ESAT, les établissements et services d'aide par le travail, qui aujourd'hui sont en manque cruel d'activité parce que c'est des structures qui sont de moins en moins subventionnées par l'État et de moins en moins sollicitées par les entreprises et les industries sur les territoires. Donc eux, ils ont toujours autant de personnes qui arrivent le matin. Ils ne peuvent pas les mettre en chômage technique ou chômage partiel, ça n'existe pas. Et ben, du coup, s'il n'y a pas de travail... Mais moi, j'avais l'impression inverse, qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font la démarche... Qui le communiquent, de le faire. Ah bah voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. En fait, il y a de plus en plus d'entreprises qui le communiquent, mais la réalité dans les territoires, et nous, on fait le tour des ESAT un peu partout en France, c'est qu'il n'y a pas assez d'activités qui leur sont confiées. Et le Covid a coupé beaucoup de contrats ESAT, où les entreprises qui elles-mêmes allaient mal ont coupé des contrats. Et donc aujourd'hui, la plupart des ESAT n'ont pas assez de travail. Donc en fait, les travailleurs en situation de handicap attendent derrière une table que la journée se passe, alors que le fait d'avoir un emploi en ESAT, ça va au-delà du fait de je gagne ma vie à la fin du mois. J'ai une place dans la société, je m'épanouis, je monte en compétences. Et la plupart des ESAT manquent d'activité. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est là, jusqu'à présent, on était installés dans un ESAT avec notre biscuiterie. Mais là, on fait des équipes détachées qui vont dans les usines en France. Et donc là, on a des équipes qui sont chez Tipiak. Et donc, c'est bien des équipes d'ESAT qu'on détache pour aller dans les usines. Donc pour l'industriel, c'est facile parce que c'est un peu une approche clé en main. C'est beaucoup plus simple que d'avoir à faire du recrutement direct. Et pour les ESAT, c'est hyper stimulant que d'aller dans des entreprises et des industries de renommée, d'aller sur des grandes lignes et dans des schémas où ils sont dans de l'inclusion dans le milieu ordinaire. Donc, en termes de mixité, en plus, c'est hyper puissant. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de construire avec les partenaires. Merci beaucoup, Katia Tardy, et bon vent à handi-gaspi. Voilà, c'est la fin de Smart Impact. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission sur la chaîne des audacieuses. Il y en a une et des audacieux. Salut.